Le moment où le directeur financier recula sa chaise, j'ai su ce qui allait arriver. J'avais répété cette réunion stratégique pendant des mois, préparant des données, des projections, des évaluations de risques, chaque détail poli jusqu'à briller. Pourtant, rien ne pouvait me préparer à voir 11 cadres se lever à l'unisson comme un rejet parfaitement chorégraphié. Nous en avons fini de perdre du temps avec ces erreurs. Marcus, le directeur financier, annonça assez fort pour que tout l'étage entende, sa voix portant cette confiance paresseuse et arrogante d'un homme qui n'avait jamais été tenu responsable des dégâts qu'il avait causés. La pièce bruissait du froissement des costumes sur mesure et des chaussures cirées raclant le sol. Aucun d'eux ne croisa mon regard. Aucun. Ils ramassèrent leurs tablettes, piles de rapports intacts, café hors de prix, puis avancèrent en unité vers la porte. Ma bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. J'étais en train d'expliquer les schémas de défaillance structurelle que j'avais découverts dans notre système logistique, des schémas menaçant nos plus gros contrats, des schémas dont ils savaient depuis longtemps qu'ils avaient été dissimulés avant mon arrivée. 11 cadres abandonnèrent la salle, leur dos formant un mur de rejet silencieux. Marcus s'arrêta à l'embrasure, la main sur l'interrupteur. « Claire, dit-il sans se retourner, ne t'embête pas à finir, personne n'en a rien à faire. » Puis il éteignit les lumières. La pièce s'assombrit, ne laissant que la pâle lueur de mon projecteur, illuminant les graphiques sur lesquels j'avais travaillé chaque nuit pendant cette semaine. Mon cœur battait contre mes côtes, tremblant de colère, d'humiliation et de quelque chose de plus aigu. Pendant exactement 30 secondes, je restai figé, immobile, ne respirant pas. Puis tout en moi se calma. La peur s'évapora. La honte se dissipa. Il ne restait que la clarté. J'ouvris mon ordinateur, naviguai vers un brouillon d'email préparé quelques jours plus tôt. Une pièce jointe, une phrase. J'appuyai sur envoyer avant 14 heures. 8 d'entre eux seraient concernés. Mais ce moment viendrait plus tard. Avant que tout ne commence à se défaire, avant que l'immeuble ne soit envahi par les enquêteurs et la panique, il n'y avait que le bourdonnement du projecteur et cette seule pensée qui résonnait dans mon esprit, il venait de confirmer tout ce que je soupçonnais depuis des semaines, que les cadres tentaient de détourner l'attention d'une importante faille interne, suffisamment grave pour qu'ils soient prêts à sacrifier quiconque s'en approcherait. Je ne savais pas encore à quel point c'était profond. Mais leur sortie synchronisée valait confession. Je refermai mon ordinateur et pris une longue inspiration, la même que je prenais avant des présentations chirurgicales lorsque je travaillais en analyse des risques cliniques. Avant l'accident, avant le procès qui m'avait éloigné de la médecine pour me conduire à la conformité d'entreprise, je m'étais déjà réinventé une fois. Je pouvais le refaire. Je m'appelle Claire. Jusqu'à la semaine dernière, j'étais directrice de la gestion stratégique des risques chez Vidian Industries, l'une des plus grandes entreprises de technologie de la chaîne d'approvisionnement du pays, un lieu qui se targuait d'innovation, de sécurité et de transparence, un lieu qui ignorait totalement la tempête que j'allais lui apporter. Je n'ai pas toujours été la femme qui rassemble discrètement des preuves, ni celle que les cadres craignent. En grandissant, mon père travaillait dans la construction. Il disait, mesure 2 fois, coupe 1 fois. Mais si tu vois les fondations se fissurer, ne pars pas réparer, même si personne ne te remercie. Il est mort après l'effondrement d'un échafaudage dû à des rapports de sécurité falsifiés. J'avais 17 ans. Ce jour-là m'a façonné et peut-être est-ce pour cela que Vidian m'a recruté avec tant d'insistance, nous avons besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de dire la vérité, avait déclaré Marcus lors de mon entretien. Curieux comme la vérité devient une erreur quand les puissants se sentent menacés. Le premier signal d'alerte apparut lors de ma 3e semaine, lorsque je découvris un lot d'audits internes manquant dans les archives numériques. Lorsque je questionnai la responsable de l'audit, elle pâlit et murmura quelque chose sur un « écart administratif ». Puis vinrent les avertissements murmurés, les regards inquiets, la démission inexpliquée de mon prédécesseur, et enfin les chiffres. Oh, les chiffres, les écarts, les schémas, les preuves que personne ne voulait évoquer. Ils pensaient que sortir me ferait peur, m'intimiderait, me briserait. Au lieu de cela, ils me remirent la dernière pièce du puzzle. En quittant la salle de réunion plongée dans le noir, le projecteur encore allumé derrière moi, je ne ressentis aucune peur. Seulement la certitude froide et implacable que l'email que je venais d'envoyer était le début de leur chute. Lorsque je sortis de la salle obscure, l'humiliation sur ma peau s'était déjà transformée en autre chose, le but. L'email que j'avais envoyé était simple, clinique, et plus lourd que n'importe quelle menace prononcée à voix haute, à L. Harrington, objet, Vidian internal fin d'immédiate revient au requested, pièce jointe, rapport complet, corps du message,
comme discuté, preuve jointe, accusé de réception demandée. Pas de drame, pas d'émotion, juste des faits, dangereux. Mes talons cliquetaient doucement en descendant le couloir vers mon bureau. La plupart évitaient mon regard comme si l'humiliation était contagieuse. Quelques-uns murmuraient. Quelques-uns fixaient leur écran avec une intensité inhabituelle, mais Nadia, une de mes analystes, leva les yeux avec un regard inattendu. Pas de peur pour elle, pour moi. Elle attendit que le couloir se vide avant de s'approcher. Ils disent que tu as accusé l'équipe logistique de fraude, murmura-t-elle. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je sais. Elle avala difficilement. Il tourne vite. Marcus a dit au personnel que ton rapport était destructeur et grossièrement incompétent. Bien sûr qu'il l'a fait. Retaliation préventive classique. Merci de me le dire, répondis-je. Elle hésita, Claire, fais attention, puis retourna à son bureau comme une ombre, effrayée par la lumière. Dans mon bureau, je verrouillai la porte avant de m'asseoir. Je n'avais pas de temps à perdre. Lorsqu'un régulateur reçoit un rapport comme le mien, surtout s'il est marqué urgent, les choses bougent vite. Pourtant, tout ce qui suivit se produisit encore plus rapidement que prévu. À 22h07, mon téléphone vibra. Numéro inconnu. Claire Wilson. Oui, ici l'agent Harrington. Nous avons reçu votre transmission. Le ton était net, contrôlé, mais sous-jacent, une réelle tension. Nous avons besoin de précisions sur plusieurs points, continua-t-elle, notamment les manipulations de la chaîne d'approvisionnement et les formulaires de vérification des sous-traitants modifiés. Je peux tout expliquer. Nous devons mener des entretiens aujourd'hui. Combien de temps pour nous rencontrer dans le hall? Je regardais l'heure. 22h07. Les cadres ne s'attendaient à rien avant l'audit du trimestre suivant. Donnez-moi 10 minutes, dis-je. Nous serons là dans 8. Elle raccrocha. 8 minutes, pas des heures, pas des jours. 8 minutes avant que la première fissure ne frappe Vidian comme un tremblement précurseur d'un séisme. Avant de quitter mon bureau, j'ouvris le tiroir où je gardais mon petit disque externe. J'avais crypté et sauvegardé chaque preuve, rapport modifié, audit supprimé, messages internes où la direction plaisantait sur la conformité créative. Je glissai le disque dans la poche de mon manteau, puis ne pris que l'essentiel. Les cadres arrogants croyaient toujours contrôler le calendrier. Ils allaient apprendre le contraire. En arrivant à l'ascenseur, mon reflet dans les portes métalliques me surprit, calme, concentré, pas une trace de la femme qu'ils avaient tenté d'humilier une heure plus tôt. L'ascenseur s'ouvrit et Marcus se tenait à l'intérieur, appuyé contre la paroi arrière, bras croisés, yeux brillants de la confiance d'un prédateur. Eh bien, dit-il avec fluidité, cette réunion s'est vite écroulée. Tu devrais vraiment travailler ton exposé. Je montai sans répondre. Les portes se refermèrent. Marcus ricana. J'ai entendu dire que tu t'étais enfermé dans ton bureau ensuite. Contrôle des dommages émotionnels. Un truc dans le genre. Tu devrais savoir. Il continua, baissant la voix. Ton petit coup de présentation ne te sauvera pas. Le conseil nous fait confiance, pas à toi. Et nous pouvons enterrer ça facilement. Je tournai légèrement la tête. Vraiment? Son sourire vacilla, juste un peu, mais je le vis. Quand les preuves disparaissent, dit-il, personne ne se souvient qu'elles ont existé. Mon estomac se serra, non pas de peur, mais de satisfaction. Ils venaient de confirmer ce que je soupçonnais déjà, ils avaient détruit des rapports avant même que les portes de l'ascenseur ne s'ouvrent. Marcus sortit le premier, ajustant sa veste avec l'arrogance d'un homme qui croit que rien ne peut l'atteindre. Essaie de ne pas faire de scandale quand les RH t'appelleront, lança-t-il par-dessus son épaule. Je le regardais s'éloigner. Essaie de ne pas faire de scandale. L'ironie faillit me faire rire, car à 14h, 8 d'entre eux le seraient déjà. Le hall était plus animé que d'habitude. Les employés se pressaient près du kiosque à café, murmurant autour d'un mémo interne que je n'avais pas encore vu. Lorsque je passais, les conversations s'arrêtèrent net. Puis les portes vitrées s'ouvrirent. 4 personnes en costume sombre entrèrent, 2 femmes, 2 hommes. L'agent Harrington les précédait, badge déjà visible. Tout le hall se figea. Les gens se tournèrent. Les téléphones se levèrent subtilement. La sécurité sembla hésitante. Division fédérale de conformité, annonça Harrington aux gardes.
Nous sommes ici pour examiner les soumissions internes faites ce matin et commencer les premières vérifications. Le visage du garde se vida de toutes couleurs. Il chercha maladroitement sa radio. Harrington se tourna vers moi. Mademoiselle Wilson. Oui. Veuillez nous accompagner. Alors que nous avancions vers le couloir interne, des chuchotements parcoururent le hall. C'est clair? Que se passe-t-il? Sommes-nous sous enquête? Mon cœur battait fort. Pas de peur, mais sous le poids de ce qui était en train de commencer. Nous atteignîmes les salles de réunion privées et Harrington referma la porte derrière nous. Votre rapport est complet, dit-elle. Mais les schémas que vous avez mis au jour suggèrent une dissimulation systémique de longue date. Nous aurons besoin de la coopération immédiate de plusieurs cadres. J'expirai lentement. Vous l'aurez. Elle s'assit, ouvrit son dossier et tapota son stylo. Commençons par Marcus. Dites-moi tout ce que vous savez. D'ici 14 heures, 8 d'entre eux quitteraient ce bâtiment. Non pas avec confiance ni arrogance, mais encadrés par des enquêteurs. Et cette fois, ils ne seraient plus ceux qui contrôlent la situation. L'agent Harrington ne perdit pas de temps. Dès que la porte se referma, elle ouvrit son dossier, les yeux parcourant les pages comme si elle en avait déjà mémorisé la moitié. Claire, commença-t-elle, j'ai besoin que vous me détailliez les schémas internes que vous avez mentionnés, en commençant par les irrégularités des sous-traitants. J'acquiesçai, ouvrant mon lecteur chiffré. Tout a commencé petit. Signature manquante, validation en double. Puis j'ai trouvé des audits fournisseurs déclarés conformes malgré des vérifications d'antécédents ratés. Harrington échangea un regard avec un collègue. Depuis combien de temps? Au moins 3 ans. Son stylo se figea en plein mouvement. Aussi longtemps, répéta-t-elle doucement. Oui. Et l'ampleur dépasse la logistique, des rapports financiers étaient modifiés après les réunions du conseil, des évaluations de sécurité réécrites pour masquer des problèmes systémiques, et probablement plusieurs personnes supprimaient des preuves dans les archives. Quel cadre était impliqué, demanda-t-elle. Les schémas pointent vers au moins 8, peut être plus. Son collègue, l'agent Davis, se pencha en avant. Avez-vous des preuves de leur implication directe? Oui. Je tapotai le dossier sur mon ordinateur portable. Chaîne de mai, tampon d'approbation, métadonnées modifiées et enregistrements audio. Les sourcils d'Harrington se relevèrent. Des enregistrements? Les salles de réunion enregistrent automatiquement tout selon la section 4.3 du manuel interne. La plupart des cadres l'oublient. Un léger sourire acerbe apparut sur le visage de Davis. Pratique. J'acquiesçai. Beaucoup. Harrington referma son dossier. Claire, ce que vous avez documenté dépasse la simple faute interne. On frôle la fraude corporative à grande échelle. Nous allons avoir besoin d'un accès immédiat aux bureaux exécutifs. Mon pouce accéléra. Alors vous arrivez au bon moment. Elle consulta sa montre. 13h41. Plus que 19 minutes avant la tempête. Les agents se mirent en mouvement avec une efficacité silencieuse, presque chorégraphiée. Harrington me fit signe de la suivre vers l'ascenseur. Vous restez avec nous, dit-elle. Nous aurons besoin de vos explications pour ce que nous allons trouver. En sortant, les employés remarquèrent les badges, les dossiers, les expressions. La peur, l'urgence, l'autorité. Un murmure sourd se propagea dans le hall comme une marée montante. Que se passe-t-il? Ils sont de quel service? C'est à cause des audits? Mais personne ne m'interrogea. Ils se contentèrent de regarder. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et nous montâmes tous les 4. Harrington appuya sur l'étage des cadres. Lorsque les portes se refermèrent, j'inspirai profondément. C'était l'étage où tout avait commencé à se déliter, et où tout allait se terminer. Arrivé au dernier étage, l'atmosphère changea. Silencieuse, luxueuse, isolée du reste de l'entreprise. Les couloirs semblaient assez coûteux pour cacher n'importe quoi. Peut-être était-ce le but. Les agents se séparèrent en binôme. Harrington resta avec moi. Quel bureau d'abord, demanda-t-elle. Marcus, répondis-je. Par le chef du serpent. Elle opina. Dans le bureau de Marcus, une jeune assistante juridique se leva d'un bond. Vous ne pouvez pas entrer. Harrington exhiba son badge. Si, et nous le faisons.
L'assistante pâlit et recula. Davis commença à photographier la pièce. Un autre agent ouvrit les tiroirs, classeurs, registres. Claire, dit Harrington, où cacherait-il des dossiers? Pas dans les endroits évidents. Je parcourus la pièce du regard. Marcus avait toujours un second disque. Il pensait que personne ne le remarquait. Où? Demanda-t-elle. Ici, je m'agenouillai près du panneau du radiateur, un cache décoratif. Il passait sa main dessous pendant les réunions. J'appuyai légèrement. Un déclic discret retentit. Le panneau s'ouvrit d'1 centimètre. L'assistante juridique étouffa un cri. Davis sembla impressionné. À l'intérieur se trouvait un petit disque argenté, exactement là où je m'y attendais. Harrington le sortit en portant des gants. Cela pourrait être essentiel. Ça le sera, répondis-je. L'assistante murmura, il nous disait que c'était une bouche d'aération. Harrington ne répondit pas. Elle se tourna simplement vers moi. Bureau suivant. À 14 heures, le bâtiment n'était plus silencieux. La nouvelle s'était répandue plus vite que les mets, plus vite que les rumeurs, plus vite que la peur elle-même. Les cadres étaient escortés hors de leur bureau, non menottés, mais encadrés par des agents fédéraux, le visage figé, vidé de toute assurance. Les employés, stupéfaits, observaient leurs anciens dirigeants se ratatiner. Vivien, la vice-présidente des opérations, sortit en tremblant. Que est-ce que c'est? Vous n'avez pas le droit. C'est absurde. Davis leva un document. Nous avons un mandat. Elle m'aperçut alors, derrière Harrington. Toi, cracha-t-elle. C'est toi qui as fait ça? Non, répondis-je calmement. C'est vous. Ses lèvres s'ouvrirent, incrédules. On aurait dit qu'elle voyait s'effondrer toute son identité. 2 autres cadres sortirent de leur bureau d'angle, tandis que les agents lisaient leurs ordres de suspension. Leurs regards se croisaient, cherchant quelqu'un à blâmer. N'importe qui sauf eux-mêmes. Je restai immobile, observant leur prise de conscience se déposer sur eux comme un brouillard étouffant. 8 cadres, Marcus compris, furent conduits vers l'ascenseur. Certains silencieux, d'autres sous le choc, d'autres encore murmurant des explications inutiles. Les portes se refermèrent dans un claquement métallique. À 14 heures, la structure de pouvoir de Vidian Industries s'était effondrée et je ne faisais que commencer. De retour dans le couloir, Harrington parla doucement. Claire, ce que vous avez révélé pourrait transformer tout un secteur de cette industrie. Je soufflai. Il le fallait. Sachez, ajouta-t-elle, que les choses risquent de se compliquer. Les gens ne renoncent jamais au pouvoir facilement. Je hochai la tête. Je suis prête. Mais en vérité, je ne l'étais pas pour la personne qui allait me faire face avant la fin de la journée. Car, en entrant dans le couloir, quelqu'un nous attendait, quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé. Et son regard me dit que rien n'était terminé. Ce n'était que le commencement. Il était appuyé contre la paroi vitrée près du bureau de Marcus, les bras croisés, le visage impénétrable. Daniel. De tous les gens possibles, il était le dernier que je pensais trouver là. Il avait été mon plus proche allié lors de mes premiers mois chez Vidian, un directeur de projet réputé pour son intégrité, celui qui m'avait discrètement averti que certains cadres jouaient selon leurs propres règles. Jamais précis, mais toujours assez pour me guider vers les bons endroits. Et puis, il y a un mois, il avait changé. Plus de visites à mon bureau, plus de réponses tard le soir, plus de remarques sarcastiques pour détendre l'atmosphère. Je pensais qu'il se protégeait. Maintenant, je n'en étais plus sûr. Dès que son regard croisa le mien, le couloir sembla se resserrer. Harrington s'arrêta, l'évaluant immédiatement. Mademoiselle Wilson, dit Daniel en se redressant. Il faut qu'on parle. Harrington se plaça légèrement devant moi. Et vous êtes? Daniel Hart, directeur senior, répondit-il en serrant la mâchoire, et quelqu'un qui sait exactement jusqu'où tout cela va. Harrington le scruta. Vous vous présentez comme un informateur collaborant à l'enquête? Il laissa échapper un rire rauque. Me présenter? Non, je vous l'affirme. Mon pouls bondit. Daniel, de quoi parles-tu? Il se tourna vers moi, l'épuisement visible, cernes, épaules tendues, rien de ce que j'avais connu. Ce n'était ni la peur, ni l'arrogance. C'était quelqu'un qui portait trop pendant trop longtemps. J'ai essayé de te prévenir, dit-il doucement.
Mais tu allais plus vite que ne s'y attendait. Me prévenir de quoi? Demandai-je. Il jeta un œil aux caméras avant de baisser la voix. Thomas n'est pas parti en silence. Et eux non plus. Le nom me frappa comme un coup. Mon prédécesseur, dont la disparition soudaine avait éveillé mes soupçons. Daniel, soufflai-je, qu'est-ce que tu sais sur Thomas? Il inspira tremblant. Plus que je ne l'aurais voulu. Harrington intervint. Monsieur Hart, si vous détenez des informations pertinentes pour cette enquête, cette conversation doit avoir lieu dans un cadre contrôlé. Daniel acquiesça d'un signe de tête, mais ses yeux restèrent fixés sur moi. Tu n'es pas en sécurité ici, dit-il. Tu crois que tout se termine aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Ils vont essayer de tout te mettre sur le dos. Ils ont déjà rédigé un rapport secondaire hier soir affirmant que tu avais manipulé les données. Ma gorge se serra. Ils ont fait quoi? J'avais vu Marcus l'éditer lui-même. Il prévoyait de le soumettre au conseil après ma réunion. Harrington sortit son carnet. Vous dites qu'ils ont fabriqué des preuves. Oui. Daniel expliqua qu'il préparait ce récit depuis des mois. Ils savaient que Thomas allait lancer l'alerte, alors ils ont construit une nouvelle version des faits, réutilisable contre moi. Un frisson glacé me parcourut. Un bouc émissaire de remplacement. Pourquoi me le dire maintenant, demandai-je. La question resta suspendue un instant. Il finit par répondre, la voix basse, parce que tu as fait ce que Thomas n'a pas pu faire, et ça les terrifie. Ils ne se laisseront pas abattre en silence. Harrington hocha la tête sèchement. Monsieur Hart, vous venez avec nous. Daniel ne résista pas. Il poussa juste un long soupir vaincu. Avant qu'il ne l'emmène, il se tourna vers moi. Claire, ne fais confiance à personne en dehors de ceux qui sont déjà dans cette pièce. Il désigna la salle où les enquêteurs rassemblaient les preuves. Tu crois avoir tout vu. Tu te trompes. Puis il disparut derrière la porte avec Harrington et les autres. Resté seul dans le couloir, j'essayais de reprendre mon souffle. Des rapports falsifiés, un bouc émissaire préparé à l'avance, une dissimulation organisée bien avant même que je n'entre chez Vidian. Leur départ théâtral n'était pas impulsif, il était répété, calculé, une ultime tentative de me discréditer avant que la vérité n'éclate. J'avançais vers l'extrémité du couloir où les fenêtres donnaient sur la ville. Les vitres vibraient sous le bourdonnement des hélicoptères, des équipes de presse tournant autour du bâtiment comme des vautours autour d'une proie affaiblie. À l'intérieur, les employés se regroupaient par petits cercles, la rumeur circulant comme un fil électrique nu. 8 dirigeants escortés dehors. Des agents fédéraux partout. Claire Wilson était avec eux. Elle a dû trouver quelque chose de grave. Pour la première fois depuis la veille, je sentis monter en moi quelque chose de nouveau, pas la peur, pas la colère, pas l'humiliation, la conviction. Ce n'était plus seulement mon histoire. C'était celle des patients blessés par des équipements défaillants, des petites entreprises ruinées par des pratiques corrompues, des employés réduits au silence, de Thomas, effacé. Et maintenant de Daniel, qui avait observé la machine de l'intérieur assez longtemps pour en connaître les recoins les plus sombres. Je glissai une main dans ma poche et touchai le petit disque dur externe. 8 dirigeants écartés, les preuves sécurisées, et un informateur prêt à parler. Mais Daniel avait raison, ce n'était pas fini. Pas du tout. Ceux qui n'avaient pas été escortés dehors, ce tapis dans l'ombre, étaient bien plus dangereux. Et demain matin, lors de la session d'urgence du Conseil, ils se révéleraient, volontairement ou non. Au matin, le siège de Vidian ne ressemblait plus à un géant de la tech, mais à une scène de crime qui tenait debout par miracle. Des barricades temporaires encerclaient le bâtiment. Les camionnettes de presse envahissaient les trottoirs. Les journalistes m'interpellaient, mais je ne répondais pas. À l'intérieur, la sécurité avait triplé. Les employés marchaient vite, la tête baissée, comme si le bâtiment lui-même était devenu dangereux. La réunion d'urgence était fixée à 8 heures. À 7h55, Zoé, l'assistante du président du conseil, m'attendait devant l'étage exécutif. « Ils vous attendent », murmura-t-elle. Tout le monde est tendu. Tendu, était faible. Quand la porte s'ouvrit, l'air semblait si épais qu'on aurait pu le mâcher. 20 personnes étaient assises autour de la longue table en noyer, membres du conseil, avocats, cadres non encore suspendus. 3 chaises restaient vides, celles des dirigeants emmenés hier. Edmund, le président du conseil, se leva. « Mademoiselle Wilson, entrez, je vous prie. »
Des dizaines de regards me suivirent. Certains hostiles, d'autres inquiets, d'autres encore déjà résignés. Avant de commencer, annonça Edmund, je dois informer le conseil que 8 dirigeants ont été placés en congé administratif dans le cadre de l'enquête. La division fédérale de conformité a désormais un accès total à nos systèmes internes. Un murmure inquiet parcourut la salle. Sommes-nous en territoire criminel? Demanda un membre. Cela dépend, répondit Edmund, des preuves présentées aujourd'hui. Il m'invita à commencer. Je connectai mon ordinateur. L'écran s'illumina, la même présentation que celle d'hier, sauf qu'une diapo manquante y figurait désormais, celle que j'avais gardée pour moi. Hier, dis-je, j'ai exposé les défaillances structurelles de notre chaîne logistique. Ce que je n'ai pas montré, c'est la cause profonde. La diapo suivante affichait une chronologie de résultats d'audits modifiés, de dossiers de sous-traitants manipulés, de transferts financiers liés à des certifications falsifiées. Ces schémas ne sont pas accidentels, poursuivis-je. Ils relèvent de comportements coordonnés depuis au moins 3 ans. Les dirigeants qui ont quitté la salle hier étaient impliqués dans chacun d'eux. Un avocat intervint, avez-vous des preuves d'intention? Je projetai alors les captures d'écran, les chaînes d'approbation, les métadonnées, et un extrait vidéo. La voix de Marcus résonna, ne te fatigue pas. Personne n'en a rien à faire. Un murmure horrifié parcourut la salle. Cet enregistrement a été capté par le système automatisé de la salle, conformément à la politique 4.3 que vous avez tous approuvée. Le silence se fit lourd. Quelqu'un au fond demanda, où est Thomas? Edmund se raidit. Il a démissionné pour raison médicale. C'est ce qu'on vous a dit, répondis-je. Thomas avait créé des sauvegardes chiffrées de toutes ces données. Il comptait les remettre, mais on l'a menacé de fausses accusations de fraude s'il ne signait pas un accord. L'incrédulité traversa la salle. Et comment le savez-vous? Parce qu'hier, Daniel Hart me l'a confirmé. Edmund se tourna brusquement vers moi. Il coopère? Oui. Il a vu le récit alternatif préparé pour me piéger, la même stratégie utilisée contre Thomas. Un avocat se leva. Vous dites qu'ils avaient l'intention de faire de vous un bouc émissaire? J'acquiesçai. Ils ont quitté la salle pour pouvoir prétendre que j'étais instable, incompétente et seule responsable. Je passai aux dernières diapositives. Ce matin, des agents fédéraux exécutent des mandats dans 9 autres sites. Ils ont récupéré le disque caché de Marcus. Ils ont accès à tous les rapports modifiés, tous les paiements, tous les fichiers supprimés. Une membre du conseil porta la main à son front. Cela va nous détruire. Non, répondit Edmund. Ce qu'ils ont fait va nous détruire. Ce que Madame Wilson a fait pourrait sauver ce qui reste. Il se tourna vers moi. Que recommandez-vous, Claire? La réponse me surprit presque. Je démissionne, annonçai-je. Un choc parcourut la salle. Vous quoi? Je quitte mes fonctions immédiatement. Edmund fronça les sourcils. Vous avez été essentiel pour découvrir tout cela. Vous pourriez aider à reconstruire. Je secouai la tête. Je n'ai pas fait tout ça pour reconstruire Vidian. Je l'ai fait parce que des vies étaient en danger. Parce que le silence alimentait la corruption. Et parce que Thomas n'a jamais pu terminer ce qu'il avait commencé. Je refermai mon ordinateur. Mon travail ici était terminé. En sortant, quelqu'un m'appela, Claire. C'était la membre qui avait demandé après Thomas. Son visage était doux, presque épuisé. Merci, dit-elle, d'avoir dit la vérité quand personne n'osait. Je hochai la tête et quittai le bâtiment. L'air frais me frappa comme un redémarrage. Les journalistes criaient, mais je me faufilai à travers la foule. Mon téléphone vibra. Un email de la docteure Harrington, avancée du dossier. Les poursuites suivent leur cours. Vous avez fait ce qu'il fallait. Parlons des prochaines étapes. En dessous, un autre message, Daniel Hart. Quoi qu'il arrive maintenant, tu n'as pas affronté ça seul. Je restai là quelques secondes, respirant la lumière du matin, ressentant quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois, le soulagement. Pas la victoire, le soulagement. Parce que le message était clair, le pouvoir peut corrompre, le silence peut détruire, mais la vérité, même prononcée par une seule personne, peut déplacer des montagnes.